Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue, nouveau stream, setup particulier comme vous pouvez le constater, et surtout un décor qui n'est pas un paravent, et je suis vraiment devant un vrai décor, ce n'est pas un fond vert, puisque je peux à tout moment prendre ce qu'il y a dedans, comme cette magnifique figurine de Jack Sparrow. Bonsoir le chat, bonsoir en témoignage, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. L'objectif est de parler de ma collection de DVD. Le problème de la collection qui est ici, c'est que de mémoire, je ne saurais pas vous dire déjà, tous les films qu'il y a, tous les coffrets, il y en a beaucoup trop, et surtout, pour certains, j'aurais peut-être du mal à les retrouver, voilà. J'ai envie de commencer justement par le premier DVD de la collection, qui était en réalité deux, mais le problème c'est que j'en ai qu'un qui est ici, et il est là. Donc le tout premier de la collection, c'était celui-ci. Il s'agit donc de Assassin, film de Richard Donner. On lui doit tous les films L'Arme Fatale, par exemple, avec Mel Gibson et Danny Glover. Aussi et surtout les premiers Superman avec Christopher Reeves, les deux premiers me semble-t-il. Pour ceux qui se souvenaient à l'époque, donc ce film-là, je crois qu'il est sorti en 98 apparemment. Les coffrets Warner avaient cette particularité à l'époque, j'en ai quelques autres d'ailleurs, des comme ça. C'est qu'en fait c'était juste une boîte en carton avec un tout petit bout de plastique, tout ceci est juste du carton. Et il n'y avait que Warner, donc en fait tu reconnaissais très rapidement un DVD Warner, parce qu'il avait cette fameuse jaquette en carton qui, avec le temps, puis un peu morflé, hein, vous vous en doutez. Et ce qui était marrant à l'époque, c'est qu'à l'intérieur de la jaquette, regardez, vous avez des petits coupons preuve d'achat. Ils ont arrêté cette mode-là Warner après, mais du coup ce qui était très marrant, c'est aussi vous aviez à l'époque, les éditeurs s'amusaient à nommer les chapitres de tout le film. Donc limite vous faisiez spoiler le film. À bien y réfléchir, c'est complètement con. Et vous remarquerez que pour un DVD qui a 30 ans, enfin 20 ans, non vous ne vous en rendez pas compte, mais niveau rayure, zéro. Je vais vous lire ce qui est marqué sur la jaquette. Donc Robert Rass, interprété par Sylvester Stallone, est un tueur à gages, le meilleur de la profession, alors qu'il s'apprête à remplir un nouveau contrat. Sa victime est assassinée par un autre tueur. Robert ignore qu'un jeune assassin, joué par Antonio Banderas, fougueux et dévoré d'ambition, est prêt à tout pour devenir le nouveau numéro 1. Après la trilogie de L'Arme Fatale, le duo de choc Joel Silver et Richard Donner, alors Joel Silver producteur, Richard Donner réalisateur, renoue avec le grand film d'action, explosion, fusillade, course-poursuite et trahison, rythme ce face-à-face implacable, une confrontation spectaculaire et un final époustouflant. C'est un très bon film. Stallone a pu pondre quelques films qui n'étaient pas terribles, mais il a quand même fait quelques très bons films, et dans ce film-là, je le trouvais vraiment très bon. Il avait vraiment un personnage qui avait un peu des fêlures, qui a un peu du mal à vivre avec son âge aussi, donc il y a plein de thèmes qui sont abordés, le fait d'être remplacé, le fait de vieillir. Antonio Banderas aussi était très bon, et Julianne Moore aussi qui se retrouve mêlée entre les deux. Vraiment, il y a un très bon cast, franchement. En fait, j'aime bien les films de Stallone. Je suis en train de me dire, bon. Alors, le coffret Superman, coffret Steelbook, hein, comme on pourrait dire. Vous ouvrez le coffret, voilà ce que vous avez. Vous avez déjà une belle pub. C'est vrai, ça c'est un truc intéressant, ça. C'est débile. C'est-à-dire qu'il faut. Donc évidemment, il y a le logo de Superman d'origine. Et pourquoi ils nous ont collé le logo du Superman de Singer, alors qu'en réalité, il n'est pas inclus dedans. Ils cherchent juste à vous en faire un petit peu la pub. Avec même la pub du jeu vidéo, qui, de mémoire, était complètement foiré. Et vous avez aussi donc un petit extrait de comics de Superman. C'est ça qui est bien des fois avec les gros coffrets, c'est que vous avez vraiment beaucoup de petits goodies, et là donc vous avez carrément une mini BD, enfin une BD de combien de pages? Une trentaine de pages. Et vous avez vraiment des planches. Je sais pas si je vais arriver à le sortir en réalité. Il fait une éternité qu'il n'a pas sorti de sa boîte celui-là, je vous le dis. Hein. Et dedans vous avez un coffret de plusieurs DVD. Donc vous avez le premier Superman, qui inclut, en fait à chaque fois c'est des éditions collector, donc dans chaque édition collector souvent il y avait 2 DVD, le film et les bonus, donc là c'est le cas, vous avez le premier Superman, les bonus du film du premier Superman, un 3e disque sur Superman numéro 1 du nom, un 4e, là vous avez Superman 2, le montage de 1980, et là vous avez Superman 2, alors vous voyez peut-être pas, ça va être écrit là, le Director's Cut, donc il y a les deux versions du film, donc évidemment la version à voir est celle sortie en 2006 évidemment. Superman 3, donc c'est là où ça commençait un peu à partir en sucette, hein, en 83, donc il est là, et donc il doit y avoir qu'un bonus. Ah non, il n'y a même pas de bonus, on passe directement après au numéro 4, et après en revanche il existe des bonus avec des documentaires qui datent de 2006, ça date de la sortie du coffret, où ils vont parler des différents Superman, que ce soit en animation, que ça soit avec évidemment l'acteur qui l'a fait dans les années 60 au début, j'ai oublié son nom,
Je crois qu'ils en ont tiré d'ailleurs un film avec Ben Affleck qui faisait l'acteur qui joue Superman. Et d'ailleurs, il parle même aussi dans ce documentaire, manifestement, de Dean Cain qui faisait, alors vous voyez là, hop, lui, qui faisait la série Lois et Clark. Il y a eu en gros 4 Superman, on va dire de la saga Superman qui est ici, à laquelle vient s'ajouter Superman Returns, donc le fameux film de Bryan Singer sorti en 2006 avec Brandon Routh qui faisait Superman à l'époque. Et bon, le film a été un four avec Kevin Spacey qui faisait Lex Luthor. Ce film se voulait être une suite du Superman 2. Il y a eu Superman 1 et Superman 2. C'est un peu comme les Batman, c'est-à-dire que vous avez eu les deux, le réalisateur originel qui a fait les 2 premiers films, qui a été remplacé après pour le 3e et 4e, qui sont souvent très mauvais. 26 ans après, ils ont fait une suite, avec forcément des nouveaux acteurs, mais qui se veut être la suite de l'épisode 2. Spoiler alert, ça n'a pas très bien fonctionné. On peut s'arrêter donc sur les... Justement, le parallèle fonctionne aussi très bien entre les Superman de Richard Donner et les Batman de Tim Burton, même si une dizaine d'années séparent les différents projets. Le premier c'est Tim Burton 89, ici, version Ultra HD. Hein. Et après, Burton a fait le fameux Batman, alors Batman Returns en anglais, qui a été baptisé Batman le défi en français. La production s'est pas très bien passée de mémoire, parce que Burton est parti dans un style où on lui a laissé un peu carte blanche, du coup qui est très sombre. On est à peu près tous d'accord pour dire que celui-ci c'est le meilleur des Batman, même si on ne peut renier le Batman avec le Joker de Jack Nicholson. Fun fact, je sais pas si vous le savez, mais Jack Nicholson ne voulait pas spécialement jouer au départ le rôle du Joker. C'est Tim Burton qui a dû un peu le suppléer, un peu mendier, et du coup Jack Nicholson a accepté à condition qu'il prenne des parts dans les bénéfices du film, et c'est pour ça que Jack Nicholson a la casquette dans le générique de producteur. Burton n'était pas producteur de mémoire du premier Batman, en revanche je crois que dans le deuxième il l'était effectivement avec Denis Dinovi, là où encore une fois le parallèle fonctionne avec la saga Superman au cinéma dans les années 80, comme Richard Donner avec Superman, Tim Burton claque la porte, Warner ne le veut plus trop en tant que réalisateur, et Richard Donner, la Warner ne le voulait plus non plus comme réalisateur pour Superman 3, et donc Batman 3 arrive, et donc Burton a néanmoins la casquette de producteur, même s'il n'a pas fait grand chose de spécial sur le film, mais il est quand même crédité comme producteur de fameux Batman Forever, avec Val Kilmer qui a repris le rôle de Batman, parce que Michael Keaton, je crois, ne pouvait pas le faire pour des raisons de planning. Ce qui est quand même intéressant dans ce film-là, c'est effectivement le virage qui est pris, où on va aller rejoindre un peu le côté cartoonesque, un peu comme dans Superman 3 d'ailleurs, et avec un budget pourtant assez conséquent. Donc le film avait fonctionné, il avait d'ailleurs mieux fonctionné au box-office que en réalité Batman le défi. Batman le défi n'a pas été un grand carton au cinéma, parce que le problème c'est que ce Batman-là n'était pas un film familial, hein. On est tous d'accord pour dire que ce Batman-là est quand même trop sombre, très sombre, et ne fonctionne pas pour les enfants. Là où effectivement un Batman Forever est peut-être beaucoup plus grand public, d'une certaine manière. Arnold Schwarzenegger, il est dans celui-ci, Batman et Robin. D'ailleurs, ce qui est quand même assez intéressant, si vous regardez bien le design de la version de ce Blu-ray HD, UHD, c'est que donc le film s'appelle Batman et Robin, mais que sur la jaquette, vous avez George Clooney en Batman et Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, mais vous n'avez pas Robin. Et truc très marrant, c'est que si vous regardez l'arrière de la jaquette, vous avez il n'y est pas. Chris O'Donnell qui joue le rôle de Robin n'apparaît même pas sur la jaquette, ni à l'avant, ni à l'arrière, puisqu'à l'arrière on a en revanche tous les autres personnages, à savoir Mr. Freeze, à savoir Poison Ivy joué par Uma Thurman, et Batgirl jouée par Alicia Silverstone. C'est quand même très drôle. Évidemment, on peut confondre les deux dans le sens où les deux films se ressemblent, même si ça a beaucoup dévié sur le 4e film. On connaît l'histoire, Warner veut rentabiliser. Le film a été pensé comme étant une sorte de publicité pour des jouets. George Clooney, volontairement sur le ton de vanne, dit qu'il a fait le meilleur Batman, qu'il est le meilleur Batman. Et en fait, en les revoyant, parce que je les ai revus il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont quand même... Si on les prend premier degré, on se marre quand même. Parce que tout est tellement raté. Vous avez un dialogue, une vanne, un dialogue, une vanne, systématiquement. Big up, parce que c'est un remaster 4K. Et je peux vous assurer que revoir ces films-là en Ultra HD, c'était quand même bonnard, quoi. Laissez-moi vous parler d'un film dont je sais que vous ignorez tout. Les cadavres ne portent pas de costard. Alors ça, si c'est pas un titre un peu...
Alors il faut savoir que pour le coup c'est une traduction littérale du titre original, puisque le titre original en anglais c'est The Dead Men Don't Wear Plaid. C'est un film avec donc Steve Martin, qu'on connaît évidemment pour avoir fait beaucoup de comédies un peu potaches. Et vous connaissez peut-être en France Le Grand Détournement, où en gros Hazanavicius reprenait des vrais films d'Hollywood et refaisait le doublage. La particularité donc de ce film, c'est que le réalisateur, qui s'appelle Karl Reiner, il s'est dit je vais écrire mon histoire, sauf qu'en fait on va pas refaire les doublages, on va prendre des vrais extraits de vrais films. Donc vous allez avoir par exemple Humphrey Bogart qui va être dedans, Burt Lancaster, Charles Laughton, plein d'acteurs vraiment, Cary Grant, voilà. Et au milieu de tout ça, ils vont intégrer des autres acteurs, donc Steve Martin, Karl Reiner et Rachel Ward, et ils vont réécrire toute une histoire. Donc c'est un film c'est une parodie de film noir, comme on l'entend dans les années 50. C'est vraiment un exercice de montage. Dire, bon, on a ces extraits-là de films qui peuvent être intéressants à être repris. Maintenant, nous, il faut intégrer. Il y a un gros travail aussi de tournage, parce qu'il faut évidemment que, quand vous avez un plan sur Humphrey Bogart dans Casablanca, il faut que le plan sur Steve Martin en 1982 soit en cohérence avec l'acteur. Donc c'est un gros taf de montage, de tournage. Il est à la fois drôle et en même temps, c'est un polar, quoi, qu'on prend vraiment... qu'on peut prendre au premier degré, presque, voilà, mais c'est vraiment très 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 fort. Et donc ça s'appelle Les cadavres ne portent pas de costard.